Lorsqu'ils ont trouvé Frank Fritz sans vie sur le sol de sa salle de bain, personne n'était préparé à ce qui se cachait à quelques pas de là, un garage secret rempli de trésors que le monde n'avait jamais vu. Derrière cette porte sans prétention se cachait une collection de plusieurs millions d'euros. Plus de 75 motos anciennes, dont un prototype Indian Chief de 1947 unique en son genre, estimé à 250 000 $. La camionnette de tournée d'Aerosmith, perdue depuis longtemps et que l'on croyait disparue à jamais. Un prototype de Yoda de Star Wars, que l'on croyait détruit, mais qui a été conservé secrètement par Frank. Mais aussi stupéfiantes que soient ces découvertes, elles ne constituent pas la plus grande révélation. Le véritable choc est caché dans un ensemble de journaux manuscrits usés, des entrées qui dévoilent la sombre vérité derrière les derniers jours de Frank Fritz. Pourquoi il a été licencié d'American Pickers, qui tournait autour de sa fortune de 6 millions de $, et la trahison amère qui l'a laissé isolé, le cœur brisé, et déterminé à protéger ce qui lui appartenait. Frank Fritz est né en 1963 à Davenport, dans l'Iowa. Dès son enfance, il se démarque. Alors que d'autres garçons faisaient du vélo ou couraient après des cartes de baseball, Frank accumulait des pierres, des timbres, des pièces de monnaie et même de vieilles canettes de bière. Des objets oubliés que la plupart des gens jettent, mais que Frank considère comme des artefacts. À un moment donné, il a même admis qu'il collectionnait les agrafes des journaux scolaires. C'est dire à quel point son obsession était profonde. Il collectionnait également les lames de rasoir, signe étrange mais révélateur que son goût pour les choses négligées s'exprimait dans des directions étranges et tranchantes. Ses parents, Bill et Susan, pensaient qu'il s'agissait d'une phase inoffensive. Mais ce n'était pas une phase, c'était une vocation. Dit Sudlow Intermediate à Bettendorf High School, Frank n'a pas seulement grandi, il a développé l'instinct d'un ramasseur de classe mondiale, un objet bizarre à la fois. C'est là qu'il a rencontré Mike Wolf. Ils étaient en 4e lorsqu'ils se sont rencontrés, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils partent le week-end à la recherche de trésors dans les vides-greniers et les marchés aux puces. Les deux garçons étaient attirés par le même genre de choses. Des objets bizarres, poussiéreux et oubliés qui avaient des histoires à raconter. Alors que certains enseignants pensaient que Frank pourrait aller loin avec une éducation traditionnelle. Il a choisi une autre voie. Il ne pensait pas que l'université serait l'endroit où il apprendrait ce qui comptait le plus. Il pensait que la vraie connaissance venait de l'expérience, du contact avec de vieilles choses, de l'apprentissage de leur histoire et de la découverte de ce qui leur donnait de la valeur. Après le lycée, Frank a accepté un poste d'inspecteur des incendies couvrant une grande partie de l'Iowa. Il a exercé ce métier pendant près de 25 ans, mais la collecte ne l'a jamais quitté. Au contraire, il s'est développé. Adolescent, il avait déjà commencé à acheter des motos. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a acheté une Harley-Davidson de 1964 pour plus de 4 $, une somme énorme à l'époque. Ses parents sont choqués, mais Frank ne considère pas qu'il s'agit d'un simple vélo. C'était un morceau d'histoire. Il a travaillé dur dans des entreprises telles que Quad City Automatic Sprinkler et Coast to Coast Hardware pour financer sa nouvelle passion. Et il a fini par posséder plus de 5 motos anciennes. Il a même construit une grange pour les stocker. Chaque année, il se rendait au Rally Moto de Sturgis, dans le Dakota du Sud, et est devenu un visage familier du monde des motards bien avant d'apparaître à la télévision. Ce qui distinguait Frank, ce n'était pas seulement ce qu'il collectionnait, mais aussi la manière dont il le faisait. Il avait ce qu'il appelait un œil de cueilleur. Il pouvait entrer dans une vieille grange ou un grenier et voir ce que d'autres n'avaient pas vu. Il a passé des années à explorer des bâtiments poussiéreux, à prendre des notes sur les endroits où trouver des objets intéressants et à s'interroger sur la vie de leurs propriétaires. Il ne se contentait pas de collectionner des objets, il recueillait leurs histoires, et cette approche l'a fait passer du statut de collectionneur occasionnel à celui de personnes qui considèrent chaque trouvaille comme un morceau d'histoire à sauver de la poubelle. Même dans le cadre de son travail d'inspecteur des incendies, la passion de Frank pour la collection n'a cessé de croître. En inspectant de vieux bâtiments,
Il tombait souvent sur des objets qui avaient été abandonnés. Casques de pompiers, alarms, matériel ancien. Il ne s'agissait pas seulement d'outils oubliés, mais de pièces du passé. Et Frank savait comment les repérer. Ces inspections sont devenues quelque chose de plus. Il s'agissait de chasse au trésor cachées derrière des rapports de sécurité et des codes de prévention des incendies. Au fil du temps, cette combinaison inhabituelle d'emploi, inspecteur le jour, cueilleur dans l'âme, a façonné l'expert qu'il allait devenir. Son travail d'inspecteur a aiguisé son sens du détail. Il a appris à lire un bâtiment, à voir ce que les autres ne voyaient pas. Cette même compétence l'a aidé plus tard lorsqu'il s'est rendu dans des magasins d'antiquités ou des entrepôts de stockage à la recherche de joyaux cachés. Il ne se contentait pas de deviner, il avait un système. Des années passées à scruter les murs et à détecter les dangers l'ont entraîné à repérer ce que d'autres n'ont pas vu. Cet avantage lui servira plus tard dans l'émission American Pickers, lorsqu'il passera au crible des montagnes de ferraille à la recherche de quelque chose de vraiment précieux. Il y a eu un petit moment qui a tout changé. Frank a acheté un vieil objet pour seulement 15 $. Quelque chose de simple. Il l'a vendu plus tard pour 475 $. Cette vente l'a marqué. Ce n'était pas seulement le profit, bien qu'il soit impressionnant. C'est la prise de conscience de la valeur de ses connaissances. Il a passé des années à étudier ces objets. Et maintenant cela porte ses fruits. Cette transaction lui a montré que sa passion pouvait devenir une véritable entreprise. Dès lors, il a commencé à envisager la collection différemment, non plus comme un simple passe-temps, mais comme un moyen de construire quelque chose de plus grand. En 2002, Frank a décidé de franchir le pas. Il a pris sa retraite de l'inspection des incendies et a ouvert un magasin appelé Frank's Finds à Savannah, dans l'Illinois. C'était plus qu'un magasin. On avait l'impression d'être dans un petit musée rempli de matériel de lutte contre les incendies, d'outils anciens et d'objets dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. Le bâtiment lui-même est chargé d'histoire. Il s'agissait d'un ancien opéra avec un bar attenant. Et en y pénétrant, on avait l'impression d'entrer dans une autre époque. Certains visiteurs ont dit qu'ils sentaient le renfermer et qu'il était sombre. Mais pour Frank, cela faisait partie de son charme. C'était son monde, brut, réel et plein de caractère. Au fil des ans, la boutique est devenue un pôle d'attraction pour les collectionneurs et les voyageurs curieux. Les gens venaient juste pour voir les objets étranges et merveilleux exposés. Tout le monde n'a pas aimé l'installation. Certains ont eu du mal à s'y retrouver, mais ceux qui ont compris ce qu'était Frank y ont trouvé leur compte. L'atelier et tout ce qu'il contenait sont devenus la base de son prochain chapitre. Lorsque la télévision l'a appelé, Frank était prêt. Il n'avait pas besoin de jouer la comédie. Il lui suffisait d'être lui-même. Le gars qui voyait des trésors là où d'autres voyaient des déchets et qui n'a jamais cessé de croire que chaque objet avait une histoire qui valait la peine d'être racontée. Avant qu'American Pickers ne devienne un succès télévisé, Mike Wolfe était déjà à la recherche de vieux trésors, un appareil photo à la main. C'est vers 2002 qu'il a commencé à filmer ses aventures. À la même époque, son vieil ami Frank Fritz venait de quitter son emploi stable d'inspecteur des incendies pour ouvrir son propre magasin d'antiquités à Savannah, dans l'Illinois. Frank était heureux de tenir sa boutique, remplie de motos anciennes, de bidons d'huile et de vieux jouets. Il n'avait pas l'intention de prendre la route, mais Mike avait une vision. Il pensait que leur voyage de cueillette pouvait devenir quelque chose de plus grand, et il a passé des mois à essayer de convaincre Frank de se joindre à lui. Frank n'était pas sûr. Il aimait bien le magasin. Il était stable. C'était le sien. Mais un jour, quelque chose a changé. Frank a acheté un petit badge à un groupe fraternel pour 15 $. Il ne ressemblait pas à grand-chose. Plus tard, il l'a vendu pour 1450 $. Ce moment lui a donné un coup de fouet, une sorte d'euphorie pour le joueur, comme il l'appelait. Ce sentiment, ainsi que les incitations constantes de Mike, ont finalement convaincu Frank de tenter sa chance. Il a fermé ses portes, pris son matériel et rejoint Mike sur la route. Ses premiers voyages, filmés à la volée, allaient devenir la matière première qui attirerait l'attention des producteurs de télévision.
lors de la première émission d'American Pickers en janvier 2010. Tout a changé. Frank est passé du statut de simple commerçant à celui d'une personne suivie par des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le premier épisode a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs. L'un des plus grands débuts de l'histoire de History Channel. Frank, avec sa barbe, sa carrure trapue et de sa façon de parler calme, contrastait parfaitement avec la personnalité très énergique de Mike. Les gens l'adorent pour cela. Et non rien de temps. Les fans faisaient de la queue pour les voir en personne. En octobre, ils ont visité le California Surf Museum et une foule immense s'est rassemblée à l'extérieur. Frank a eu l'air confus et s'est demandé ce que tous ces gens faisaient ici. Mais il laisse rester et a signé des autographes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus à signer. 8 mois seulement après le début de l'émission, l'un de leurs épisodes a réuni 5,3 millions de téléspectateurs. Frank est devenu une star. Leur premier voyage était des aventures en roue libre. Ils se déplaçaient dans une camionnette Mercedes blanche, remplacée plus tard par un Ford Transit, sans plan précis. En septembre 2011, ils ont traversé le sud du Maine et sont tombés sur Champion Auto à Arundel. Le propriétaire, Mario Bonet, était stupéfait. Il regardait l'émission toutes les semaines, et maintenant les stars se tenaient dans sa cour. Frank a acheté des bidons d'huile, des panneaux et des souvenirs de stations-service, tandis que Mike s'est concentré sur l'équipement des motards. Ils ont passé 5 jours à explorer la région, sans aucun scénario, en suivant des pistes et en rencontrant des gens. C'était ça la magie. 2 amis dans une camionnette à la poursuite du passé. L'une des raisons pour lesquelles le spectacle a si bien fonctionné est que Frank et Mike étaient opposés de la meilleure façon qui soit. Mike était grand et mince, plein d'énergie et d'enthousiasme. Frank était plus petit et plus calme, plus méthodique. Mike s'intéressait aux vieilles motos et aux Volkswagen. Frank recherchait des jouets, des bidons d'huile et des motos de collection. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de Mario dans le Maine, c'était évident. Mike a pris les affaires de moto. Frank a pris les panneaux de la station-service. Ils s'emboîtent comme des pièces de puzzle. Mike a dit de Frank qu'il était un rêveur, sensible, drôle et réfléchi. Les fans l'ont vu aussi, et ils ont adoré l'alchimie de ce couple bizarre. Certains se reconnaissent dans le style prudent de Frank. D'autres s'identifient davantage au rythme rapide de Mike. C'est ce mélange qui a rendu l'émission racontable. L'amour de Frank pour les motos a commencé bien avant l'émission. Adolescent. Il a acheté une Harley-Davidson de 1964 qui a probablement rendu ses parents nerveux. Ce fut la première d'une longue série. Au fil des ans, il a constitué une collection d'environ 35 motos anciennes stockées dans une grange qui ressemblait davantage à un musée. Il possédait des motos indiennes rares, dont un modèle à 4 cylindres de 1938 qu'il avait trouvé dans une grange de Philadelphie. Il y avait aussi des motos britanniques. Vincent, BSA. Triumph. L'une de ses pièces les plus précieuses était la Von Dutch XAVW, une Harley de 1942 équipée d'un moteur Volkswagen et peinte par Von Dutch lui-même. Frank l'avait vu dans un magazine des décennies auparavant et fut stupéfait de le trouver dans un vide-grenier. Cette moto, comme tant d'autres dans sa collection, racontait une histoire, et c'est ce qui importait à Frank. En 2013, il a décidé de partager ce qu'il savait. Il a écrit un livre intitulé How to Pick Vintage Motorcycles. Ce livre n'était pas réservé aux experts. Il l'a écrit pour tous ceux qui aiment les motos ou qui veulent commencer à les collectionner. Le livre est rempli de conseils, d'histoires et de photos de ses propres trouvailles. Il explique comment repérer une bonne affaire, comment négocier et ce qu'il faut rechercher dans une perle cachée. Son style est simple, drôle et clair, comme à la télévision. Pour Frank, le livre était un moyen de transmettre tout ce qu'il avait appris au fil des ans. Il voulait que les gens comprennent l'histoire des machines et ressentent la même émotion que celle qu'il a éprouvée en redonnant vie à l'une d'entre elles. La vie passée de Frank en tant qu'inspecteur des incendies a façonné une autre de ses passions, les souvenirs de caserne. Après avoir inspecté des bâtiments pendant 25 ans,
Il a eu accès à des endroits que la plupart des collectionneurs ne voient jamais. Des casernes de pompiers abandonnées, de vieilles casernes, des équipements obsolètes. Tout était là pour quelqu'un qui savait où chercher. Il a commencé à tout collectionner. Extincteurs and Letton, casques and queer, vieux systèmes d'alarme. Même chez les sélectionneurs américains, on pouvait voir son visage s'illuminer lorsqu'il tombait sur quelque chose en rapport avec le feu. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une catégorie. C'était personnel. Ce qui distinguait Frank, c'était sa façon d'envisager la collection. Il ne voyait pas seulement des objets, il voyait des histoires. Chaque pièce renfermait le souvenir d'une époque, d'un lieu ou d'une personne. Il passait souvent plus de temps à discuter avec le vendeur de l'histoire de l'objet qu'à en négocier le prix. Il s'intéressait particulièrement aux objets qui montraient comment les Américains vivaient autrefois. Vieux outils, produits oubliés, jouets étranges. Il traitait les souvenirs de guerre avec un profond respect, faisant parfois don d'objets à des musées s'ils étaient liés à des soldats tombés au champ d'honneur. C'était ça, Frank. Il pensait que ces histoires devaient être préservées, et non enfermées. Frank Fritz a passé la majeure partie de sa vie à lutter contre quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Pendant plus de 36 ans, il a vécu avec la maladie de Crohn, une affection douloureuse et épuisante qui rendait la vie quotidienne difficile, en particulier lors du tournage d'American Pickers. Son ami proche a dit un jour que Frank en souffrait depuis l'âge de 25 ou 30 ans. Il l'a bien caché, résistant à la douleur pendant que des millions de personnes le regardaient à la télévision, sans jamais savoir ce qu'il traversait. La situation s'est améliorée lorsqu'il a arrêté de boire et s'est efforcé de devenir sobre. Mais des années de stress et de maladie avaient déjà fait des ravages. Son état de santé n'a cessé de se dégrader et, à la fin, son corps n'en pouvait plus. Lorsqu'il est décédé à l'âge de 60 ans, de nombreuses personnes n'ont pas réalisé à quel point il avait souffert en coulisses. Les choses ont commencé à se savoir en 2017. Frank conduisait du mauvais côté de la route lorsque la police l'a arrêté. Il leur a dit qu'il avait bu et qu'il avait pris du Xanax, qui lui avait été prescrit pour son anxiété. Il a échoué au test de sobriété et a été accusé de conduite en état d'ivresse. Plus tard, il a expliqué que l'anxiété provenait du fait d'être toujours observé, toujours jugé. Il a déclaré que les gens suivaient ses moindres faits et gestes et que la pression l'avait atteint. Il a évité la prison en acceptant de plaider coupable, mais sa réputation était déjà entachée. Ce moment a permis de lever le voile et de montrer que la célébrité n'était pas seulement en train de l'épuiser, mais aussi de le changer. Son amitié avec son partenaire Mike Wolf a également commencé à s'effriter. En 2021, Frank a déclaré qu'il ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Ce qui l'a vraiment blessé, ce n'est pas le manque de travail, c'est le silence. Il s'était fait opérer du dos et Mike n'avait jamais appelé. Frank avait l'impression que le spectacle avait toujours été déséquilibré, que Mike était la star et qu'il ne faisait que suivre le mouvement. Il a même plaisanté sur le fait que c'était comme être dans un groupe avec Steven Tyler. Tu ne seras jamais le leader. Lorsque Mike a posté un message en ligne sur le fait que Frank lui manquait, ce dernier n'y a pas cru. Il l'a qualifié de faux et a dit que quelqu'un d'autre l'avait probablement écrit. Il ne croit pas que Mike ait jamais dit quelque chose de gentil à son sujet dans la vie réelle. Pourtant, après des années de tension, ils se sont finalement revus en mai 2023. Pendant le week-end du Memorial Day, un ami commun a contribué à ce que cela se produise. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée là. Pendant la pandémie, Frank s'est blessé au dos en déplaçant quelque chose à la maison. Il a dû se faire opérer, mais le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Le confinement. L'isolement et la rupture sont survenus en même temps. C'est alors qu'il est devenu accro aux opioïdes. Au départ, il s'agissait de gérer la douleur, mais très vite, la situation est devenue incontrôlable. Mike Wolf a dit que c'était comme regarder une tempête détruire quelqu'un. Ils ont essayé de l'aider, ont organisé une intervention, l'ont supplié de se désintoxiquer. Frank a insisté sur le fait qu'il allait bien, mais ce n'était pas le cas. Lorsque l'émission a voulu qu'il revienne, elle a exigé un test de dépistage de la drogue.
Il n'a pas réussi. Ce fut le coup de grâce pour son passage dans American Pickers. Le dernier épisode de Frank a été diffusé en mars 2020. Au début, il a semblé qu'il avait juste besoin d'un congé pour guérir. Il a même dit plus tard qu'il n'était jamais parti. Il a juste subi une opération du dos et le COVID a frappé. Mais en juillet 2021, Mike a confirmé qu'il ne reviendrait pas. Il a posté un message disant qu'il souhaitait le meilleur à Frank. Mais c'est tout. En coulisses, les choses étaient différentes. Frank avait subi une grave intervention chirurgicale. 185 points de suture. 2 tiges dans la colonne vertébrale. Il a déclaré qu'il était prêt à revenir, complètement rétabli et désireux de travailler à nouveau. Mais la chaîne avait d'autres projets. Elle ne l'a pas fait revenir et, selon ses proches, cette décision l'a anéanti. Il s'est senti oublié, mis de côté. À partir de ce moment-là, son état de santé n'a fait qu'empirer. La vie de Frank Fritz a basculé le 14 juillet 2022. Ce matin-là, un ami est entré dans la ferme de Frank dans l'Iowa et l'a trouvé allongé sur le sol. Il ne bougeait pas. Il ne pouvait pas parler. L'ami a immédiatement appelé le 911. Il est peut-être en train de faire une crise d'épilepsie, a dit l'ami. Il ne peut pas me parler. Frank, qui avait 59 ans à l'époque, avait subi une grave attaque cérébrale. Les médecins l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais son cerveau était déjà gravement endommagé. Il a perdu une grande partie de sa capacité à bouger et à penser clairement. Après un mois d'hospitalisation, il a été transféré dans une maison de retraite. Ce n'était que le début d'un long et douloureux combat pour la survie. Même lorsqu'il est enfin rentré chez lui, Frank avait encore besoin de soins constants. Son état de santé ne cessait de s'aggraver. Il y a eu de nombreux appels d'urgence, dont un où il a contracté une pneumonie et a dû retourner à l'hôpital. Au fil des semaines, il est devenu évident que Frank ne pouvait plus faire de choix concernant sa vie ou son argent. En août 2022, le tribunal est intervenu. Ils ont désigné son ami Chris Davis pour prendre des décisions personnelles à sa place. Une banque a été chargée de gérer ses biens, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars. Les documents du tribunal ont rendu la situation très claire. Frank ne pouvait pas prendre soin de lui. Il ne pouvait pas s'assurer qu'il avait de la nourriture, un abri ou même des soins médicaux de base. Sans aide, il risquait de se blesser gravement ou de mourir. Mais même avec de l'aide, cela n'a pas été facile. Le tuteur et la banque ont tous deux subi la pression du tribunal. Les juges ont examiné leurs actions chaque année pour s'assurer que Frank était vraiment pris en charge. Et puis, il y a eu le coup. Frank avait gagné des millions pendant son séjour à American Pickers, mais ses économies ont rapidement commencé à s'évanouir. Il dépensait environ 30 $ par mois en soins médicaux. Cela représentait plus de 350 000 $ par an. Son seul revenu à ce moment-là était d'environ 60 000 $ par an provenant de ses investissements. C'était loin d'être suffisant. Frank avait besoin de soins infirmiers, 24 heures sur 24, d'équipements spéciaux, de kinésithérapie et de traitements pour d'autres affections graves comme la maladie de Crohn et la BPCO. Son ami proche, Jerry Jandro, a déclaré qu'il avait même été question de vendre aux enchères les antiquités de Frank après sa mort. « Je pense qu'une vente aux enchères lui conviendrait très bien », a déclaré Jerry. Ses fans le soutiendraient. Au fil du temps, l'état de santé de Frank s'est aggravé. Jerry a dit que lui rendre visite lui brisait le cœur. Un côté du corps de Frank ne fonctionnait pas du tout. Il essayait de lever le bras et celui-ci tombait, se souvient Jerry. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que Frank savait exactement ce qui lui arrivait. Il est conscient de sa déchéance. Il ne pouvait plus parler comme avant. Il ne pouvait plus bouger. Et il ne pouvait rien y changer. Jerry pensait que Frank avait perdu la volonté de se battre. Quand les gens sont fatigués, disait-il, ils perdent souvent la volonté de vivre. Je pense vraiment qu'il aurait pu vivre plus longtemps s'il n'avait pas abandonné. Puis vint l'appel final. Le 30 septembre 2024, Mike Wolfe, le partenaire de longue date de Frank dans l'émission American Pickers, a appris que Frank s'éteignait rapidement. Mike s'est précipité à ses côtés. Il est resté 1 heure, tenant la main de Frank.
lui frottant de la poitrine, lui murmurant des mots. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas. Dit Mike. Je lui ai dit que je l'aimais. Juste avant que Frank ne rende son dernier souffle, Mike lui a transmis un dernier message. Va chercher ta mère. Il suffit d'aller la trouver. À 20h50 même. Frank est décédé. Mike était là. Il en était de même pour la mère de Frank et sa meilleure amie, Annette Oberlander. Annette a déclaré plus tard que Mike n'avait jamais cessé d'être là pour Frank. Il était avec lui à la fin, a-t-elle dit. C'est ce qu'ils voulaient tous les deux. Lorsque Frank Fritz est décédé en septembre 2024, personne ne s'attendait à ce qu'il trouverait derrière les portes de son ancien garage, caché au public depuis des années. Il y avait quelque chose d'incroyable. Plus de 75 motos anciennes, chacune avec une histoire, chacune avec un morceau d'histoire. Certains avaient l'air de sortir tout droit de l'usine. D'autres étaient poussiéreux, rouillés et attendaient manifestement une seconde chance. Le vélo le plus ancien remontait à 1912. Certains étaient même des prototypes rares que les experts croyaient disparus à jamais. La plupart des gens ignoraient que Frank avait collectionné tout cela en silence. Seuls quelques amis proches connaissaient l'étendue de ce qu'il avait caché. Mais dès que la nouvelle a été connue, les collectionneurs et les musées du monde entier se sont allumés. Beaucoup ont dit qu'il s'agissait peut-être de l'une des plus importantes découvertes de motos depuis des décennies. En y regardant de plus près, les détails sont devenus encore plus surprenants. Une moto, une Ace 4 de 1922, avait été achetée pour seulement 45 000 $ lors d'un épisode mémorable de l'émission American Pickers. Une autre moto remarquable était une Indian 4 de 1939, surnommée l'Aristocrate, qui valait plus de 115 000 $. Il y avait des Indian Scouts d'avant-guerre, dont un modèle de 1928, dont la peinture d'origine était encore intacte. Frank avait également 3 Harley-Davidson Panheads des années 1950, chacune à différents stades de réparation. Mais la plus grande surprise était un prototype d'Indian Chief de 1947, unique en son genre. Son design ne correspond à aucun autre modèle connu, et les experts estiment qu'elle pourrait valoir plus d'1/4 million de dollars. Mais les motos n'étaient pas la seule chose qui rendait cette collection si spéciale. À leur côté se trouvaient des dizaines de journaux manuscrits, soigneusement conservés pendant plus de 30 ans. Frank avait tout noté, l'origine de chaque moto, son propriétaire précédent, les pièces qu'il a dû rechercher. Il a même raconté les difficultés rencontrées pour redonner vie à certaines motos, le temps qu'il a passé dans l'atelier et la joie qu'il a ressentie lorsque la moto fonctionnait à nouveau. Parfois, il ajoutait de petites notes personnelles sur ce que lui faisait ressentir une certaine machine ou sur ce qu'elle lui rappelait. Ces journaux ont fait de la collection bien plus que de simples machines. Ils racontent une histoire. Pour les collectionneurs, cela a donné encore plus de valeur à l'ensemble. Lorsque l'inventaire complet a été réalisé, les experts ont estimé que la collection pouvait valoir plus de 2 millions de dollars. Certains pensaient qu'elle pourrait même dépasser les 3 millions de dollars une fois que les ventes aux enchères auraient commencé. D'autant plus que le nom de Frank était attaché à tout. Les maisons de vente aux enchères se sont bousculées pour obtenir les droits de vente. Les gens savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter de vieilles motos. Il s'agissait de posséder un morceau de l'histoire américaine, conservé avec amour par un homme qui en comprenait vraiment la valeur. Mais l'amour de Frank pour l'histoire ne s'arrête pas aux motos. Dans la propriété se trouvait une vieille camionnette déglinguée qui, à première vue, ne ressemblait pas à grand-chose. Mais ce n'était pas n'importe quelle camionnette. C'est celle qu'Aerosmith utilisait à ses débuts, pour se rendre d'un concert à l'autre, alors qu'ils n'étaient pas encore connus. Frank et Mike Wolf l'ont trouvé dans les bois du Massachusetts en 2018, l'ont payé 25 000 $ et l'ont restauré. Lorsque le groupe l'a revu en 2019, il a été stupéfait. Joe Perry a dit que c'était incroyable. Ray Tabano, l'un des premiers membres du groupe, s'est ému en se souvenant de l'époque où ils se partageaient quelques dollars pour l'essence et les péages. Cette camionnette avait transporté non seulement leur équipement, mais aussi leurs rêves. Et puis il y avait les objets plus étranges.
Frank avait un jour acheté une énorme tête d'éléphant à un collectionneur de taxidermie pour 9 500 $. La tête a ensuite atterri chez Jack White des White Stripes, qui a échangé des antiquités et de l'argent pour la posséder, en partie à cause de son célèbre album, Elephant. Cet achat a suscité la controverse parmi les groupes de défense des animaux, mais il témoigne de la volonté de Frank de collectionner des objets que d'autres n'oseraient pas toucher. Il possédait également un wagon original de Jell-O datant du début des années 1900, utilisé autrefois pour faire la publicité du dessert dans les petites villes. Celui-ci a également fini dans un musée. Qu'il s'agisse de musique, de nourriture ou d'objets hétéroclites, Frank avait l'œil pour ce qui comptait. Il s'est même aventuré dans les objets de collection de science-fiction. Lors d'un épisode de l'émission American Pickers, Mike et lui ont trouvé 4 prototypes de Yoda de la guerre des étoiles. À première vue, elles ressemblaient à des dessins de fans, mais un ancien artiste de Lucasfilm a confirmé qu'elles étaient bien réelles, basées sur les premiers dessins de 1978 et façonnées à partir de moules inspirés par Albert Einstein. Frank les a payées très cher, et chacune d'entre elles a fini par valoir plus de 6 000 $. Preuve que son amour de la collection ne se limitait pas aux vélos et aux enseignes. Il savait que la culture pop avait son propre pouvoir, mais juste au moment où les gens célébraient l'héritage de Frank, une tempête juridique a éclaté. En février 2025, son père, William Bill Fritz, a intenté une action in justice. Il a déclaré que le testament soumis en 2023 était faux. Selon Bill, Frank ne l'a jamais signé. Le document laissait la quasi-totalité des 6 millions de dollars de la succession de Frank à des amis et à des soignants. Bill n'en faisait pas partie. Il a affirmé qu'il était la seule vraie famille de Frank, son seul survivant, et qu'il méritait tout. Le tribunal a exigé un procès avec jury pour faire la part des choses. L'affaire s'est rapidement compliquée. Frank avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2022 et avait été placé sous tutelle peu de temps après. À l'époque, un juge avait décidé que Frank n'était pas capable de prendre des décisions pour lui-même. Cette décision est devenue la pièce maîtresse de l'argumentation de Bill. Si Frank ne pouvait pas s'occuper de lui-même, comment pouvait-il légalement signer un testament? En outre, Bill a déclaré qu'il avait été tenu à l'écart de son fils pendant ces dernières années. Il a affirmé qu'ils avaient été proches, qu'ils avaient pêché ensemble à St. Thomas, et qu'il avait été injustement mis à l'écart. C'est maintenant aux tribunaux de décider ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Au fur et à mesure que des preuves sont apportées, tout le monde attend de voir comment ce chapitre de l'histoire de Frank Fritz va se terminer. Mais une chose est déjà claire. Frank a laissé derrière lui bien plus que des antiquités et des motos. Il a laissé derrière lui un héritage fondé sur la passion, la mémoire et un amour profond pour le passé. Qu'il s'agisse d'un moteur rouillé ou d'une vieille camionnette. Il a vu des histoires qui méritaient d'être sauvegardées. Et aujourd'hui, le monde les voit enfin.